moins présents et les habitants peuvent choisir librement leurs représentants. Ici, c'est Al-Nour, le parti salafiste qui reçoit le plus de soutien. C'est lui qui s'imposera à Matrou. Toutes les tribus, les Bédouins, se tournent naturellement vers le mouvement salafiste, plus que vers les frères musulmans. Sur cette route côtière qui relie Tunis au Caire via Tripoli, ce sont donc les mêmes idées qui circulent. Un islamisme plus ou moins tempéré par les ambitions économiques. Grâce aux révolutions, tout va s'améliorer ici. Matrou va devenir une ville touristique importante. Nous avons tous les atouts pour ça. Dans quelque temps, la situation économique du secteur sera bien meilleure. Oasis urbaine proche de la frontière libyenne, Matrou est en première ligne. Elle attend aujourd'hui sa 3e révolution, économique cette fois. Alors, Monsieur Arodaki, j'évoquais il y a quelques instants justement cette élection présidentielle à venir, le 23 mai prochain, le premier tour en Égypte pour cette présidentielle. Un futur président qui, quoi qu'il en soit, devra composer avec un parlement dont les 2 chambres sont dominées par les partis islamistes. Ça, c'est un fait important. Tout à fait, tout à fait. Comme je disais aussi, la question est la question démocratique qui est posée et la question d'alternance. C'est-à-dire, il y a le jeu constitutionnel qui va jouer. On va voir quel genre de constitution on va donner à l'Égypte après cette révolution du 25 janvier 2011. Quels sont les pouvoirs du président de la République par rapport au Parlement, par rapport à l'exécutif. Si on assiste à une séparation des 3 pouvoirs, législatifs, exécutifs et représentatifs, à ce moment-là, effectivement, on a toutes les garanties de voir. Parce que après ce mouvement, il faut un certain équilibre qui doit trouver son installation petit à petit, progressivement. Et ça va prendre du temps. On ne peut pas dire que la révolution est terminée ou que le mouvement est terminé. Parce que le défi, il est politique, mais il est aussi beaucoup économique. Certainement, il est économique parce que l'Égypte devrait affronter, bien entendu, des problèmes économiques aigus. C'est un pays riche, mais en même temps, il a subi, comment dirais-je, la mauvaise gestion ou la spoliation, n'est-ce pas, de la richesse du pays. C'est à voir, et c'est ça la responsabilité, à la fois du Parlement, mais de nouveau exécutif de l'Égypte, bien entendu. Alors, il ne faut pas oublier que ces soulèvements populaires sont partis de Tunisie 1 an après la Révolution, un petit peu plus d'1 an après la Révolution dans ce pays. Comment la presse écrite et audiovisuelle a-t-elle évolué? Le reportage de Méditerranéo. Elle tourne, les rotatives, de gauche à droite en français, en arabe. La presse, marquée au fer rouge par Ben Ali, connaît aussi sa révolution, ou comment passer en quelques mois de la propagande à l'information. Devant les kiosques, il y a foule. Les Tunisiens semblent redécouvrir leurs journaux. Avant, on cherchait la presse étrangère pour connaître ce qui se passe chez nous. Maintenant, on peut être informé correctement. Il n'y a plus de problème. C'est beaucoup à lire et on est libre, c'est-à-dire on peut lire n'importe quoi. Rédaction du journal Le Quotidien, l'un des 4 titres francophones du pays. Une rédaction qui découvre un nouveau métier, le journalisme. Ça va ? Écrire un article plutôt que de reprendre les dépêches officielles. La révolution nous a permis de recouvrer notre dignité professionnelle. Et le contenu des journaux tunisiens, il y a un changement fondamental entre ce qui existe actuellement et ce qui existait auparavant. Vous savez, des articles étaient écrits par le ministère de l'Intérieur, par la présidence de la République,
Devant une délégation de journalistes francophones du réseau Théophraste, le président de l'association des directeurs de journaux raconte le quotidien sous Ben Ali. C'est-à-dire que celui qui osait s'exprimer était sanctionné et celui qui osait suggérer était aussi sanctionné. Donc il y avait une espèce de censure intérieure qui s'est établie, aussi bien au niveau des dirigeants de presse qu'au niveau des journalistes. Les journalistes du réseau Théophraste en visite à la télévision publique Tunisie 1. Avant la Révolution, la chaîne se nommait Tunisie 7, en référence au 7 novembre, date d'arrivée au pouvoir de Ben Ali. Le logo était mauve, la couleur fétiche du président déchu. Une grosse structuration à faire. Une très très grande structuration à faire. La route vers la liberté d'expression est semée d'embûches. Elle est passée par un sit-in en février 2011 pour réclamer plus d'autonomie au gouvernement provisoire. Il y a eu une épuration de beaucoup de têtes qui faisaient la propagande dans cette institution. Ce n'est pas une défaillance des journalistes, c'est-à-dire les journalistes ont reçu des formations, ils sont professionnels, mais on les a toujours empêchés de travailler. Les journalistes de la télévision disent aujourd'hui travailler dans l'indépendance. Les bulletins d'information restent cependant très institutionnels. Il va falloir passer un nouveau cap, trouver un ton, profiter pleinement de cette liberté. Voilà, merci pour tout le monde. Le ministère de l'Intérieur, symbole de la répression sous Ben Ali. Une répression qui a valu 6 mois de prison à Taoufik Ben Brik. Le journaliste, bête noire de l'ancien régime, s'est mis en retrait des médias. Il nous livre exceptionnellement son regard désabusé sur l'état actuel de la presse tunisienne. Ceux qui détiennent le pouvoir des médias sont les mêmes majordomes de Ben Ali. Rien n'a changé. Tout le monde me dit, Ben Brik, tu vas nous créer un canard satirique. Est-il possible de créer un canard satirique dans un pays ancré dans une région pauvre et retardataire politiquement? Ce pays qui découvre le jeu de la démocratie vient de porter les islamistes au pouvoir après une campagne électorale très médiatisée. Ce jour-là, les résultats définitifs des élections sont annoncés au cours d'une conférence de presse qui rassemble des dizaines de journalistes du monde entier. Reporter à la radio Express FM, Raoula s'échappe de la cohue pour une interview. Le libre choix des intervenants, ça aussi, c'est une nouveauté. Les médias tunisiens sont plus libres, on travaille sans contrôle. On sent que le peuple tunisien a beaucoup soif, comme vous avez dit, de savoir l'information. On est plus crédible maintenant. Retour à la rédaction. Montage de l'élément sonore avant le flash de 14h30. À sa création, 3 mois avant la Révolution, Express FM était autorisée à donner uniquement des informations économiques. Elle est devenue aujourd'hui un média généraliste. À partir du moment où on a pris cette liberté d'expression, il va falloir y aller et continuer et ne plus lâcher. Reporters sans frontières vient d'ouvrir un bureau à Tunis. Les objectifs de l'ONG sont multiples. Formation, conseil aux journalistes, surveillance des dérapages, mais aussi conseil et soutien pour la rédaction d'un code de la presse afin d'accompagner le pays dans sa brusque remontée dans le classement de la liberté de la presse. C'est sûr que c'est très difficile pour les journalistes. Et vraiment, nous, on n'est pas là pour leur jeter la pierre. On est plutôt là pour leur dire Reporters sans frontières s'est installé en Tunisie. C'est un bon signe, ça veut dire que la liberté de la presse avance. Maintenant, n'ayez plus peur et profitez de cette liberté, même si elle est toujours un petit peu difficile et que vous avez eu l'impression d'avoir toutes les possibilités et qu'aujourd'hui, il faut canaliser ces possibilités et votre énergie. La Tunisie sous l'œil de la presse internationale depuis plus d'1 an. La liberté a gagné énormément de terrain dans le pays. Elle est tombée d'un coup sur des journalistes formatés par la poigne de fer du pouvoir déchu. Dans les cafés de Tunis, ce sont toujours les chaînes étrangères qui tiennent la vedette.
les médias tunisiens doivent trouver leur rythme, notamment en matière de déontologie. Pour éviter des dérapages, le pays doit se doter de cadres. Depuis la suppression du ministère de l'Information, l'instance nationale de réforme de l'information et de la communication est au travail. Effectivement, M. Arodaki, on vient de le constater à travers ce reportage, liberté d'expression, liberté de la presse audiovisuelle, presse écrite, mais on a l'impression que tant de la part des groupes de presse que des journalistes, on cherche encore la bonne voie. Vous savez, cette révolution n'était pas la création des intellectuels ni des journalistes. Alors c'est la raison pour laquelle elle a été aussi grandiose. Les intellectuels étaient en retraite et ils sont venus après, les journalistes aussi. Et la démocratie aussi, c'est un apprentissage. Pour la presse libre, il faut apprendre à être libre. Et il reste l'autocensure qui a dominé toutes les consciences, et aussi bien des intellectuels que des journalistes. Et aujourd'hui, pour apprendre à être libre, c'est-à-dire casser le mur de la peur, qui a été cassé par ceux qui ont affronté la mort de la jeunesse, aussi bien en Tunisie, en Égypte, en Syrie, au Yémen. Donc aujourd'hui, c'est le rôle et c'est le tour des journalistes, mais aussi des intellectuels, à casser ce mur de peur et à apprendre comment être libre dans sa parole et dans l'exercice de cette liberté. Il y a les journalistes, les patrons de presse, mais il y a aussi les acteurs culturels. Ils ont un rôle essentiel à jouer aussi vers cette démocratisation du pays. Aujourd'hui, bien entendu, il faut qu'ils soient aussi à l'écoute de cette jeunesse qui a fait cette révolution, ce mouvement extraordinaire, historiquement parlant, et être à l'écoute et conceptualiser, n'est-ce pas, autant que possible, ce mouvement-là, pour aider à vivre cette liberté extraordinaire. Aujourd'hui, c'est le signe et c'est l'objectif. Alors, vous êtes un passionné de patrimoine, mais aussi de biodiversité méditerranéenne. Je vous propose, pour terminer, de découvrir un quatrième reportage, le jardin de Ninfas. C'est situé à quelques kilomètres de Rome, donc en Italie. Un bel exemple de biodiversité. Et on se retrouve pour conclure tout de suite après. Visiter les jardins de Nymphes, c'est un peu comme entrer dans un de ces paysages peints au XVIIe siècle par Poussin ou le Lorrain. Un décor idéalisé de ruines, dans une nature idyllique et luxuriante, avec en plus le bruit de l'eau et le chant des oiseaux. Construite dans la zone marécageuse des Marais Pontins, à quelques kilomètres de Rome, Nymphes est abandonnée à la fin du XIVe siècle à cause, entre autres, de son insalubrité. Au début du XXe siècle, la zone est bonifiée et Gelasio Caetani, héritier du pape Boniface VIII qui avait acheté la ville en 1297 pour 200 florins d'or, entreprend de réhabiliter les lieux. Une œuvre poursuivie et intensifiée par le dernier héritier des Caetani, Roffredo. Il a donné son nom à la fondation qui s'occupe aujourd'hui des jardins en collaboration avec le WWF. Il y a deux zones qui se complètent parfaitement. D'un côté, le jardin cultivé, très beau, traditionnel, avec ses ruines. Et de l'autre côté, la partie sauvage de ce marais, avec les roseaux, les plantes aquatiques et surtout les oiseaux. De la beauté à l'état pur. C'est un modèle, si j'ose dire, à reproduire ailleurs en Europe. D'un côté, nous avons recréé un écosystème, celui des marais, qui avait été presque entièrement détruit. De l'autre, nous avons mis en valeur un parc ancien, créé par l'homme dans un décor, dans un contexte naturel. Il y a 50 ou 60 ans, ici c'était exactement comme ça. Nous sommes basés sur les estampes, les tableaux, les aquarelles qui représentaient le parc et la ville abandonnée de Nymphes, au cœur de ces étendues superbes, solitaires et sauvages des Marais Pontins. Objectif atteint, c'est ici que pousse un avocatier vigoureux, importé de l'ancienne Perse. C'est dans ces lacs que vit une des plus rares espèces de truites d'Europe. Et c'est dans cette oasis que nichent différentes espèces d'oiseaux.
Nous avons travaillé sur l'écosystème pour créer des niches écologiques adaptées aux espèces. Des espaces ouverts, des zones plus ombragées, des zones pour la nidification. Nous avons commencé en 1991 et 14 ans se sont écoulés avant la réalisation. Mais voilà que finalement, la nature nous confirme que nous avons fait du bon travail. Miser sur l'environnement dans le but aussi de sensibiliser les jeunes générations. C'est une opportunité qu'on leur donne, à quelques minutes de ville chaotique. Rome n'est pas loin, Naples un peu plus. Pendant que nous parlons, il y a des classes, des enfants accompagnés de guides qui leur apprennent tous les secrets de la nature. Avec la belle saison, les oiseaux arrivent d'Afrique, des oiseaux incroyables, comme les guêpiers d'Europe, au plumage très coloré, les loriots jaunes, qui sont très amusants. Avec 2 branches, ils font un nid en forme de hamac, et leurs petits se laissent bercer continuellement. Et il y a quelques jours, un enfant a découvert un nid au bout d'une branche. Un nid composé de 2 pièces, une entrée et une chambre à coucher. C'est la rémise penduline, un oiseau tisserand, qui avec son bec confectionne ce genre de nid. Ces expériences restent imprimées dans la mémoire pendant toute la vie. Notre objectif, c'est que les jeunes acquièrent la notion de respect et de protection de l'environnement. Désormais, à Nif, l'harmonie entre nature, art et histoire est parfaite. En plus des murs d'enceinte, on peut voir les vestiges des 7 églises, les ruines des habitations, les tours de guet, les quais et les ponts sur le fleuve qui prend sa source au mont Lépine. Un lieu probablement unique en Europe et dans le nord de la Méditerranée. L'union entre un parc créé par l'homme autour d'une ville médiévale abandonnée, extraordinaire, et la renaissance d'un écosystème de zones humides devenu très rare en Europe et en Méditerranée. Des marais, des marécages, des étangs qui offrent un décor superbe à ce joyau qu'est le parc de Ninfa, connu dans le monde entier pour sa beauté. Et on découvre un jardin fait de milliers de plantes venues de tous les climats du monde et qui va de la Renaissance bien ordonnée à un romantisme beaucoup moins rigide. Dans le jardin de Ninfa, il y a la partie Hortus Conclusus, essentiellement de style Renaissance, créée par le cardinal Niccolò Caetani, qui avait chargé un grand architecte toscan de dessiner ce lieu. Et puis, il y a la partie romantique. Bien évidemment, c'est un peu le style des précurseurs des Caetani, qui avaient créé ce jardin en évitant un schéma rigoureux. Ils avaient cherché à donner une image romantique, en introduisant dans ce style libre de nombreuses espèces de plantes. Il faut dire quand même que derrière cette apparente liberté, il y a un vrai travail, que nous pourrions qualifier de désordre contrôlé. Aujourd'hui, à Nif, c'est la nature qui triomphe dans le respect de la biodiversité. Une nature qui semble libre et indomptée, en réalité une nature domestiquée et guidée par le travail de l'homme. Un bel exemple, Monsieur Arodaki, ça donne à réfléchir quand même pour l'avenir, parce que c'est vrai que le développement durable, le respect de la biodiversité en Méditerranée, c'est essentiel pour l'avenir de nos pays. C'est le rêve pour tous les pays méditerranéens. Vous savez, les côtes de la Méditerranée sont extraordinaires au nord comme au sud, comme à l'est, comme à l'ouest. Et c'est un rêve pour les pays, surtout du sud, pour effectivement alimenter cette richesse extraordinaire du biosystème et des écosystèmes aussi, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas la priorité absolue des pays du sud de la Méditerranée.
Merci d'avoir été avec nous pour cette émission. On se retrouve le mois prochain, bien sûr, sur VST, là, pour évoquer encore l'actualité en Méditerranée à travers différents reportages et avec nos invités. Merci de nous avoir suivis. Passez une très bonne fin de soirée. À bientôt. Parfait.